Moi, quand j'ai commencé à entreprendre, les gens se sont dit, il a pas trouvé de taf. Tu vois, c'était un peu ça l'histoire. C'était l'enfer. J'avais du mal, tu vois. J'ai été à un moment donné interdit bancaire. Enfin, c'était vraiment très difficile. 2 mois après sa création, on lève plus de 20 millions d'euros. Souvent, la première idée, surtout quand tu es jeune, c'est pas forcément la meilleure. Il y a des gens qui ont de la chance. Devant 4000 personnes au Dôme de Paris, il y avait Vénus Serena et moi. Et on a lancé notre campagne en direct de Vivatech avec le grand écran derrière, introduit par Maurice Lévy. C'était n'importe quoi. Allez, à vous. Qui ici adore les factures? Personne, hein? Eh bien, moi non plus. Et pourtant, en 2026 pour les grandes entreprises et en 2027 pour les TPE et les PME, tout devra être dématérialisé. C'est la loi. Mais pas de panique, Deltic t'offre une solution pour que tu n'aies absolument rien à faire, ou presque. L'idée, c'est de dire adieu au cauchemar de la gestion de documents. Factures papier qui s'empilent, saisies manuelles et bien sûr, un max d'erreurs à la clé. Sérieusement, on est en 2024, donc vraiment, pourquoi se compliquer la vie? Voilà comment Deltic te sauve la mise. Deltic, c'est l'automatisation ultime. Tes factures sont lues, saisies, validées et même classées sans que tu lèves le petit doigt. Du coup, fini les erreurs et fini la galère. Deltic s'intègre avec tous les logiciels de compta comme Sage, EBP, etc. Et même avec le tien, ne t'inquiète surtout pas. Ok, mais ça marche vraiment? La preuve, Carrefour City, Brut, le Crédit Agricole, Veolia et également des centaines de TPE et de PME sont déjà passés sur Deltic. Eux, ils gagnent un max de temps et toi, du coup, tu attends quoi? Et le meilleur dans tout ça, c'est le prix. Pour seulement 155 € par mois, tu as une solution qui coûte moins cher qu'un abonnement à la salle de sport. Et à ce prix-là, tu automatises tout ce qui t'ennuie le plus. Parce que 2027 et surtout 2026, ça arrive très vite. Mais avec Deltic, tu seras prêt avant tout le monde. Plus de perte de temps, plus d'erreurs, juste de l'efficacité. Alors, fais le bon choix, passe sur Deltic dès maintenant et laisse la technologie faire le boulot pour toi. Et en plus, tu as un très joli code promo qui se cache dans la description de cet épisode. Donc, tu n'as absolument rien à perdre, tout à y gagner. Merci à Deltic et bonne écoute. Salut mec, tu vas bien? T'as un peu le crash test là. On est devant WeWork, on vient de passer te prendre dans tes bureaux avec notre chauffeur Pierre, un chauffeur Comine. Écoute, comment ça va déjà? Super, écoute, très content de te voir enfin et je trouve que le setup est super original, donc ça donne envie. Mais tu m'étonnes, parce que vraiment on a eu du mal à faire cet épisode, ça fait longtemps que c'est un peu prévu, qu'on a repoussé ou quoi, parfois à cause de moi, parfois avec ton emploi du temps et tout, donc enfin on y arrive. Ouais. Et du coup, le hasard du calendrier, c'est toi le tout premier. Donc là on est dans un van Mercedes-Benz. Je vais enfin pouvoir dire interview dans ma Benz avec le vrai truc et avec du coup Pierre, notre chauffeur. Donc moi ce que je te propose, Benjamin, c'est que classique comme tous les podcasts, c'est que déjà que tu te présentes et après on enchaîne. Écoute, Benjamin Chemla, je suis entrepreneur depuis un peu plus d'une 12-13 ans, on va dire. J'ai commencé avocat de formation. J'étais censé devenir avocat et en fait, au cours de l'école du barreau, j'ai monté ma première boîte. Ces 12 dernières années, j'ai eu plusieurs activités. Donc, CityCake, ma première boîte revendue à Ristoin dans la livraison de repas. Ouais. Ensuite, Stuart, dont on va parler, qui a été ma grande aventure en France, revendue au groupe La Poste en 2017. J'ai passé ensuite 3 ans et demi aux États-Unis où j'avais une chaîne de salles de sport, donc concept complètement différent. Et puis depuis 2021, je suis le fondateur et président de Shares, qui est une plateforme d'investissement régulée en France qui permet en fait à un grand public d'investir en actions, en crypto, en ETF, de créer son portefeuille et de développer son futur financier. Voilà en fast track un peu mes 12 dernières années. Ok, écoute, de toute façon on a 1 heure devant nous. On doit te déposer rue de la Boétie, donc je pense qu'on va quand même faire quelques tours. Mais écoute, on a le temps. Du coup, ça m'intéresse déjà de savoir d'où tu viens, de quel milieu, est-ce que je sais pas, t'es parisien, provincial, milieu plutôt aisé, plutôt populaire. Enfin, comment t'en es arrivé déjà à faire ces études et en fait surtout, comment on fait, 7-8 ans d'études de droit pour dire finalement avocat c'est pas pour moi, je vais devenir entrepreneur. C'était difficile ça. Moi je viens d'une famille classe moyenne, mes parents ne sont pas entrepreneurs, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs ou de businessmen, mais mon père est informaticien et ma mère est psychiatre. Et j'ai grandi à République, entre République et Goncourt, toute mon adolescence, Canal Saint-Martin, un peu après le Marais, donc voilà, Paris, born and raised. Et ensuite, des études de droit assez logiquement. Moi j'ai toujours été passionné par le droit, la politique, l'envie de convaincre. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a cet élément-là.
hein, qu'on retrouve qui est important. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va savoir non seulement avoir une vision, la porter, mais ensuite convaincre et embarquer les gens. Et ça, c'est ce que j'ai un petit peu développé pendant mes études de droit, tu vois, avec des concours de plaidoirie. J'en ai gagné certains. J'étais le président de l'association des concours de plaidoirie. Donc il y avait ce truc. Il y a encore des images, ça, qui traînent quelque part? Ouais, il y a des images sur YouTube de plaidoirie dans la chambre des criers au palais de justice. Je crois. Ou si on tape ton blast sur YouTube, possible. en dessous, Shares, Stuart ou quoi, on peut retrouver des petites plaidoiries. Mais en mauvaise qualité, tu vois. C'était à l'époque où les smartphones, ça filmait pas encore ouf, tu vois. Donc je pense même que c'était même pas encore des smartphones qui filmaient à l'époque. Donc c'est assez old school, mais ouais, tu dois pouvoir trouver. On cherchera. Ok, donc du coup, tu fais ces 7 ans de droit. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour que tu te dises, bon bah, finalement, avocat, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas... J'ai envie de faire ça, mais c'est parce que j'ai envie de faire le plus. Moi, j'ai envie de faire du business et en fait de lancer une première entreprise. Comment? Je suppose que ça se passe pas comme ça. C'est pas un déclic, un matin, tu te réveilles et tu fais ça, quoi. Non, c'est un choix difficile. En fait, je pense qu'il y a aujourd'hui une hype autour de l'entrepreneuriat. C'est cool d'être entrepreneur. Les gens rejoignent des masters dédiés à l'entrepreneuriat et c'est assez bien vu. Moi, à mon époque, qui est pas si lointaine, mais à mon époque, l'entrepreneuriat, c'était pas forcément la voie royale. La voie royale, c'était la finance, c'était le conseil, c'était tout un tas d'activités qui offraient un certain statut, tu vois, un revenu un peu garanti, etc. Moi, quand j'ai commencé à entreprendre, les gens se sont dit, il a pas trouvé de taf. Tu vois, c'était un peu ça l'histoire. Et il a loupé le barreau, en fait. Ça. Ouais, il a loupé, ou alors il a pas trouvé son chemin ou quelque chose comme ça. Et donc c'était pas évident de prendre cette décision-là. Et pour moi, elle s'est vraiment imposée parce que en fait, tout au cours de mon cursus, même à l'université, j'ai toujours multiplié les tentatives de monter des projets. Je faisais des soirées en boîte de nuit à un moment donné, j'organisais des concerts. Enfin, voilà, j'ai toujours multiplié les projets. Et en fait, j'étais fait pour créer mon aventure, quoi. Donc ça a été jusqu'au bout, j'ai hésité. Et en fait, à la dernière minute, j'étais pris dans un cabinet d'avocat. Et le jour où j'étais censé commencer, j'ai envoyé un message au RH en disant, je suis désolé, en fait, je vais pas pouvoir venir. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé là, ton entourage là-dessus? Pareil, peut-être qu'ils s'en fichaient ou peut-être que ça les regardait pas, c'est ton histoire, c'est ta vie, mais enfin, ça doit quand même être spécial, quoi. Quand les gens, ils te suivent pendant 7 ans, 7 fois à Noël, aux anniversaires, alors t'en es où? Année 1, année 2, année 3, année 4, et d'un coup tu leur dis, bah, finalement je serai pas avocat, je porterai pas la robe, ça doit faire quelque chose, non? Ouais, j'ai été soutenu par ma famille. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé ça forcément problématique. Ils m'ont fait confiance. Mais effectivement, ça a surpris un petit peu. Il y a des gens qui ont mis longtemps à comprendre que je n'étais pas avocat, qui continuent à me poser des questions juridiques ou autres. Ouais. Après, il s'avère qu'un entrepreneur, c'est potentiellement quelqu'un qui fait beaucoup de droit. Moi, dans mes dernières années, enfin les 10-15 dernières années, j'ai fait tout ce qu'on peut imaginer en droit, en fait. Des levées de fonds avec de la documentation juridique, des prud'hommes malheureusement, des contrats commerciaux, de la propriété intellectuelle. En fait, j'ai couvert tous les sujets du droit, presque plus même que si j'avais été avocat spécialisé dans un seul sujet. Et puis au pire, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que si ça n'avait pas marché pour toi, tu aurais pu redevenir avocat. C'était une possibilité aussi. Ouais, ou c'est compliqué. Ouais. J'ai toujours pensé que, en fait, quel que soit ton destin, une aventure entrepreneuriale, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, c'est bien vu. C'est bien vu parce que je pense que des recruteurs, ils aiment l'audace, ils aiment avoir des profils un peu originaux, qui ont fait preuve de courage et d'inventivité. Donc en fait, j'invite les gens qui nous écoutent, quels que soient vos profils, l'entrepreneuriat, c'est jamais une mauvaise idée. Ça, on est bien d'accord. Donc du coup, tu es en train de faire tes études de droit et là, tu as une première idée qui germe et où tu te dis, let's go, j'y vais. C'est quoi cette idée? Souvent, la première idée, surtout quand tu es jeune, c'est pas forcrement la meilleure. Il y a des gens qui ont de la chance d'avoir tout de suite trouvé la bonne idée, la bonne voie et avoir rencontré le succès. Nous, on a eu une idée avec Ralph, qui était mon associé de l'époque, qui était assez simple. On voulait envoyer une boîte de macarons à nos copines dans le cadre d'un cadeau un petit peu comme on envoie des fleurs. Et ça n'existait pas. On est en 2012, il n'y a pas de possibilité de commander en ligne et de faire livrer une boîte de chocolat ou de macarons. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va digitaliser toutes les pâtisseries et les chocolateries de Paris et on va gérer la livraison. C'était vraiment avant Deliveroo, avant Uber Eats. J'allais dire, en fait, c'est le Deliveroo de la pâtisserie, en fait. Ouais, c'est ça. Et pourquoi c'est pas une bonne idée? C'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est que c'est un peu niche. On est sur un marché qui est pas énorme, la pâtisserie, la chocolaterie, et on prend la micro-niche de l'urgence, de la livraison en quelques heures. Donc ça peut pas aboutir à un truc
énorme, mais ceci dit, c'était une aventure géniale pour se lancer dans l'entrepreneuriat et en fait, on est parti comme ça à pleine balle sur ce projet. Alors attends, donc, du coup, vous avez cette idée. Donc encore une fois, on est à une autre époque. Je pense pas, est-ce que c'était déjà une app avec de la géolocalisation, ce genre de truc ou même pas? C'est arrivé en cours de route, la géolocalisation, par la suite. Non, au départ, c'était plus compliqué que ça. C'était un site web avec les emails pour envoyer les confirmations des commandes au pâtissier, au chocolatier, idem pour envoyer au coursier, avec le coursier qui devait indiquer géographiquement où il se trouvait pour qu'on puisse lui envoyer la course qui n'était pas très loin. Donc tout était fait à la mano, un dispatch à la manuelle. Hein, donc c'est-à-dire que j'ai fait moi du dispatch, j'ai fait de la livraison, j'ai un peu fait tous les postes. C'était vraiment old school quoi. Ah tu m'étonnes. Et alors même les coursiers là, comment vous les trouviez, c'était des gens auto-entrepreneurs ou c'était des étudiants ou c'était comment vous faisiez à l'époque en fait, si tu veux, à l'époque on avait commencé à travailler avec des sociétés de courses et j'avais trouvé ça hyper painful. C'était l'époque, les courses fonctionnaient au bon à l'époque. Tu achetais des carnets avec des bons et en fait tu savais jamais en fait à combien tu allais payer ta course. Ça pouvait être tout d'un coup 4 bons, 6 bons parce qu'il était 18h, parce que la course elle était soi-disant en dehors de Paris alors qu'en fait elle était entre je sais pas, le 17e et le Valois, ce qui potentiellement n'est pas très important comme distance. Donc c'était très dur de prédire le prix de la course et c'est un vrai problème de business model à cause de la logistique. Et c'est un petit peu ce qui a occasionné moi mes réflexions qui plus tard donneront Stuart. Ouais. C'est que vraiment je trouvais qu'il y avait un besoin de disrupter le transport de marchandises, un peu à l'instar de ce qui était déjà fait dans le transport de personnes avec l'arrivée des plateformes de Uber, de chauffeurs privés qui commençaient à arriver à cette époque-là. Ok, donc du coup là cette aventure, donc, qui est la première, qui te met les pieds dans le plat, donc comme tu dis, et en vrai quand il y a tout à faire à la mano, que c'est des galères et tout, il y a rien de mieux on va dire pour apprendre. Ça dure combien de temps et comment ça se termine et c'est quoi qui vient après en fait grosso modo? Je pense que c'est paradoxalement une des aventures les plus fatigantes mais en même temps les plus enrichissantes que j'ai eu parce que c'est à l'époque où tu fais tout avec un bout de ficelle. Ouais. Moi, mon père m'a donné 5 000 € pile poil pour que je me lance. Avec ça, j'ai tenu 2 ans. Donc, je sais pas si t'imagines. Donc, je me payais pas. C'était l'enfer. J'avais du mal. Tu vois, j'ai été à un moment donné interdit bancaire. Enfin, c'était vraiment très difficile. Et en fait, ça a été un apprentissage génial parce que tu apprends à faire beaucoup avec peu. Mais effectivement, au bout d'un moment, c'était un peu difficile. On a réussi à lever les fonds, donc ça c'était top. Parce qu'en 2012-2013, c'était pas évident les levées de fonds. Il n'y avait pas encore. C'est un peu avant la grosse vague, quoi. Ouais, à l'époque c'était difficile et on a fait une levée de fonds de Business Angel. Donc c'était vraiment une autre époque, c'était l'époque de l'ISF avec les réseaux de Business Angel qui mettaient des tout petits investissements de quelques milliers d'euros pour pouvoir défiscaliser. Donc c'était vraiment autre chose. Et donc on a réussi à avoir le soutien de gens formidables. Et donc on s'est lancé dans l'aventure et un an après on avait 7-8 personnes dans l'équipe, le business grossissait un peu. Mais effectivement je me rendais compte que c'était un peu niche d'être que dans la pâtisserie. Et à partir de là c'était soit je faisais un Deliveroo-like, donc j'ouvrais à la restauration, soit je rejoignais une autre aventure qui avait déjà bien démarré, et c'est l'option 2 que j'ai choisie en rejoignant Resto-In, et en fait on a fusionné, et je me suis retrouvé être le deuxième actionnaire de Resto-In, qui était déjà en France depuis plusieurs années, et qui était un peu le précurseur de Deliveroo et de Uber Eats en Europe. Okay. C'est bizarre, moi je me rappelle pas de Resto-In. Bah, écoute, c'était vraiment... quoi, après ça a été une aventure... c'est intéressant Resto-In parce qu'il était là un peu avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure, tu vois. Il était là juste avant, mais c'est quand même Clément qui avait inventé avec Resto-In vraiment le modèle de marketplace de restaurant avec un service de logistique offert par la plateforme. Et donc c'est une aventure qu'il avait portée dans plusieurs pays, notamment en Angleterre. Le fondateur de Deliveroo était un client de Resto-In. Putain, c'est ouf. Tu vois, ouais. alors qu'il était en banque d'affaires, on le connaissait, tu vois, donc c'est intéressant de voir quand même le cursus de Resto-In qui était assez impressionnant, mais c'était quand même très B2B. C'est-à-dire que c'était utilisé beaucoup par banque d'affaires, cabinet d'avocats, qui commandaient le soir leur repas, tu vois. Parce que tu vois, le vrai, on va dire le vrai grand public là-dessus, c'est plutôt l'époque Take It Easy, Foodora. D'ailleurs, les deux qui n'étaient pas backés par Rocket, un truc comme ça, il n'y a pas une embrouille un peu dans ce genre-là? Ouais. Bah, Take It Easy, on avait failli fusionner avec Stuart à un moment donné. La question s'était posée, on avait amené le projet au groupe La Poste, et Adrien Rose, qui était le fondateur de Take It Easy, c'est un bon pote, et il a fait quelque chose d'extraordinaire. En fait, la traction qu'ils avaient avec Take It Easy, elle était impressionnante. Et en plus, il faut savoir qu'ils partaient de Bruxelles. Tu as quand même Deliveroo qui partait de Londres, qui est quand même la ville la plus importante en delivery. Paris, c'est la 2. Donc nous, on était à Paris, lui, il partait de Bruxelles, qui était quand même plus petit, et malgré tout, il a eu une traction qui était très importante, qui était comparable à celle de Deliveroo au début, mais malheureusement... Est-ce qu'ils ont même eu des propositions de rachat de Deliveroo qu'ils ont refusées?
Ouais, ça a été une aventure malheureuse parce que ils avaient vraiment créé une jolie marque, ils avaient créé quelque chose d'assez intéressant. Malheureusement, ça s'est mal terminé, notamment pour la flotte de livreurs qui étaient sur la plateforme, livreurs indépendants, dont certains, je crois, n'ont pas pu toucher leur dernier revenu. Et donc c'est une fin qui est un peu dommage, quoi, quand on voit l'énergie qui avait été mise dans ce projet. Bah, c'était le premier gros crash de cette industrie quand même, enfin, en termes médiatiques au niveau français, je crois. Hein. Ouais, ça a fait malheureusement un peu de bad buzz et ça a été très difficile pour l'ensemble des parties, quoi. Donc malheureusement, ça arrive. Un grand merci à notre sponsor Comin, C-O-M-I-N. C'est votre nouvelle appli VTC avec qui nous avons passé du coup ces 3 jours pour tourner ces 9 épisodes. Grâce à qui on a rencontré Pierre qui nous a conduit dans Paris pendant qu'on tournait du coup les 9 épisodes de cette nouvelle saison. Comin, c'est la nouvelle application VTC qui est beaucoup plus juste déjà avec les conducteurs parce qu'elle prend seulement 10% de commission pour toi parce que du coup les courses sont beaucoup moins chères que leurs concurrents américains et avec des véhicules 100% verts, donc du coup c'est vraiment de la balle. Et tu me connais, je t'ai négocié une super offre pour que tu puisses le tester à Paris seulement pour l'instant. 10 € offerts par Comin avec le code dans ma Benz. Tu peux tester Comin, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Merci à eux et je te souhaite de passer un bon épisode. Mais donc toi, tu avais ton activité, vous fusionnez avec Restoin, donc du coup toi tu deviens l'associé, on va dire, numéro 2 en termes de share dans la boîte. Et ça pareil, je crois, encore une fois, c'est une aventure qui dure quoi, 2 ans, c'est ça? Si j'ai bien fait mes devoirs ou... Ouais, c'est ça. Lui avait commencé déjà depuis quelques années. Et moi, à titre perso, en fait, c'était le prolongement de mon aventure City Cake. Donc j'accompagne le développement de Restoin. On l'amène à une certaine maturité. On était une boîte rentable en 2014. Profitable, rentable. Et avec moins de traction, moins de croissance que tu vois un Deliveroo, mais un business core B2B, tu vois, très stable et une présence dans 5 pays et 9 villes. Et donc, avec Clément, on commence à parler un peu de ce qu'on veut faire et on a l'idée de Stuart, qu'on voit pour nous massif, parce qu'on se dit Amazon Prime Now allait arriver en Europe, tout le monde flippait, tu vois, dans la grande distrib, ça allait au-delà du food, tu vois, les supermarchés allaient être des intermédiaires, etc. Tout le monde voyait dans le dernier et le premier kilomètre l'enjeu principal du e-commerce, en fait, finalement. Et nous, on avait ce savoir-faire logistique, on comprenait bien la tech, et on s'est dit, faut qu'on monte cette plateforme un peu B2B qui est Stuart. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de Restoin, qui était plus mature, qui commençait à recevoir des propositions de rachat. Et donc, on décide de se splitter. Moi, je pars sur la fondation de Stuart à 100%, et Clément reste en fait dans Restoin le temps de trouver un acquéreur. Et donc, il rentre dans plusieurs processus, et ça aboutit à la vente de Restoin à peu près 7-8 mois après. Tandis que Stuart, qu'on venait de créer sur vraiment un coin de table, 2 mois après sa création, on lève plus de 20 millions d'euros. C'est ça, avec La Poste, non? Avec le groupe Géopost, qui est la filiale de La Poste. Et Restoin n'a pas été revendu aussi à La Poste? Si. Bien sûr, il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, On avait plusieurs en fait, opportunités et quand on en a discuté avec le groupe La Poste, ils se sont manifestés, ça les intéressait à l'époque. Je suppose que les chiffres sont assez confidentiels, mais pour qu'on se fasse un calcul dans notre tête, Restoin, ça avait quelle taille à l'époque? Ça faisait un peu moins de 20 millions de GMV, enfin de total de volume, mais c'était un business qui était quasiment à 40-45% de marge. Par la suite, les marges ont été reniées un peu dans les business de Deliveroo et de Uber Eats. Donc c'était un business qui était rentable. Il y avait... voilà ce que je peux t'en dire à peu près. Et en fait, par la suite, malheureusement, les investissements qui étaient requis pour pouvoir faire la compétition avec Deliveroo et Uber Eats et les autres n'ont pas été investis. Donc c'était un peu plus difficile et l'activité a été pour partie fermée, pour partie revendue à takeaway.com, qui lui-même a fusionné avec Just Eat. Donc d'une certaine manière, Restoin continue de vivre à l'intérieur de Just Eat aujourd'hui pour partie. Ok, donc fin de cette aventure. Ce qui est bien, c'est que toi et ton associé, on va pas parler de lui, on va parler de toi, première occasion de cash out. Donc à ce moment-là, toi, tu es concentré à 100% sur Stuart. Vous avez levé 20 bars, donc vous avez quand même un peu les moyens de vos ambitions. Donc là, je pense que tu vas nous en parler, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis en plus, dans le même temps, c'est là aussi, toi, tu te mets aussi à investir. Parce que tu es quand même assez actif là-dessus. T'as combien de boîtes dans ton portefeuille aujourd'hui? Après, il y en a que, au total, je pense que j'ai eu avoir une trentaine de participations. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir sortir heureux de certaines participations. Tu peux dire lesquelles ou je suis sorti de Gangface, qui était une aventure extraordinaire. D'ailleurs, j'aurais pas dû sortir. J'étais dans Virtuo, j'étais dans Wooz, j'étais dans... je suis actuellement, on parlait tout à l'heure, dans Time Left,
la nouvelle Notre ami Maxime boîte de Barbier. Maxime Barbier. Donc il y a eu des belles histoires et puis il y a des histoires moins heureuses, mais ça fait partie d'une logique d'ailleurs on parlera d'investissement tout à l'heure, de diversification. Bien La sûr. base de l'investissement, quel que soit le montant que vous allez investir, c'est de diversifier. Si vous avez 10 euros, vous mettez 1 euro dans 10 boîtes et puis comme ça il y en a forcément une ou deux qui sauvera les perdantes et puis il y a celle qui est moyenne au milieu. Bah, de toute façon, c'est ça, on va parler de l'aventure Stuart, mais bon, t'en as quand même parlé dans pas mal de podcasts, donc on va essayer d'y aller rapidement pour qu'on parle de shares, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et ceux qui veulent vraiment la long story de Stuart, vous tapez Benjamin Chemla sur Spotify ou Apple Podcast, vous aurez l'histoire. Mais donc tu lèves du coup les 20 millions avec un PowerPoint, on va le dire, je pense. Ouais, exactement. Avec nos amis de la Poste qu'on embrasse. Vous montez Stuart, ce que tu peux rappeler pour ceux qui ne savent pas, pourtant vous avez forcément vu des mecs avec leur truc Stuart partout. Alors je croyais qu'il y en avait un là, mais non, c'est un livreur Picard. Mais est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Stuart du coup? Écoute, Stuart, c'est une plateforme, bah tiens, il y en a un là. Ah oui. C'est une plateforme qui connecte une flotte de livreurs indépendants sur des modes de transport assez variés, piéton, vélo cargo, moto, voiture, camion, et qui connecte ces livreurs indépendants à des donneurs d'ordre qui peuvent être un Franprix, un Carrefour, un Casino, un Zara, un Mango, un H&M. Et l'idée, c'était vraiment de créer cette plateforme technologique qui est en fait un algorithme qui va dispatcher de façon totalement automatique des jobs à des livreurs qui se trouvent physiquement, géographiquement à côté pour leur permettre de livrer en fait les consommateurs finaux. Donc, mais voilà, 100% B2B du coup. C'est du B2B2C. Ouais, c'est du B2B2C, c'est comme UPS ou DHL en fait. C'est-à-dire que en tant que livré à la fin, tu vois quand même le costume DHL, tu as une idée de j'ai été livré par DHL, mais tu as commandé ton produit sur une entreprise X ou Y. Et donc l'idée c'était de créer ça, mais à l'intérieur des villes, quoi, dans la proximité, dans vraiment ce qu'on appelle le premier kilomètre. Ouais. Et en fait c'était vraiment une expérience perso. Moi j'ai fait des centaines et des centaines de livraisons où j'étais soit en vélo, soit même dans ma Smart. Et parfois, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. J'ai une livraison d'un coin de Paris, j'en ai une qui est à l'opposé, je perds du temps. Et en fait, on a eu cette conviction avec Clément qu'il fallait quelque chose d'extrêmement, d'hyper local et essayer de prendre les besoins d'un maximum d'acteurs pour avoir cette densité qui fait que le livreur, il sort jamais d'un périmètre. Ouais, ok. Et vraiment, l'objectif, c'est ça. C'est vraiment que dans une rue, tu es tous les supermarchés de la rue, tous les magasins de la rue. Et du coup, en fait, la distance moyenne parcourue par un coursier, ça doit être quelques centaines de mètres. Comme le facteur en fait dans ta ville. Ouais, le facteur dans ta ville, il va pas porte-maillot et après à l'autre bout quoi. En fait, il fait juste une partie de son arrondissement et puis il se fait rue par rue et il livre tout le monde quoi. Et c'est pour ça que c'était B2B. Parce que notre objectif, c'était vraiment de mettre en commun une tech et une flotte de livreurs indépendants, la mettre en commun à disposition d'un plus grand nombre. Donc c'était ça vraiment l'objectif. Et écoute, ça a bien marché. On a très vite été en contact avec le groupe La Poste. En 2015, on fait une levée qui n'existe pas à l'époque. Enfin, je me rappelle. C'était des montants qui en pré-seed, seed, avant le lancement d'un projet, c'était quand même une chance pour nous d'avoir cet investissement-là. Après, il s'avérait qu'il y a eu peu de synergie avec le groupe La Poste, malheureusement, et que l'histoire a fait que par la suite, c'est un actionnariat qui rendait plus compliqué de lever des fonds avec un VC et d'avoir une trajectoire plus start-up. Et c'est ce qui a occasionné un peu... j'ai envie de dire malheureusement la sortie en 2017 où on revend au groupe La Poste. Et voilà, c'est la vie, mais à refaire, je pense qu'il faut faire entrer des groupes corporate peut-être un peu plus tard dans la vie d'une entreprise pour qu'il y ait un vrai matching. Là, il y avait un peu mélange de deux mondes. Quoi, Parce que ça a duré donc 2 ans, l'aventure Stuart. Ouais, c'est marrant, mais moi j'ai l'impression que ça a duré 1000 ans. Pour moi, limite, ça fait peu de temps que je dis, je reçois, tu vois, même quand on me disait tu reçois qui, des fois j'avais envie de dire Benjamin de Stuart, tu vois, alors que maintenant c'est Benjamin de Shares, quoi, tu vois. Alors que ça a duré que 2 ans. Ça a duré 2 ans et demi pour moi, hein. Après l'aventure a continué. Et vous revendez du coup vos parts au groupe La Poste qui a continué Stuart tout seul. Ouais, en fait toute la dynamique qu'on avait créée s'est prolongée. Bon, tu vois, j'avais signé un accord avec le groupe Casino, avec Carrefour, on était en discussion avec un certain nombre d'autres acteurs et en fait tout s'est prolongé, Pizza Hut, Just Eat, et donc simplement l'équipe qu'on avait recrutée a poursuivi l'aventure au sein du groupe Géopost. Nous on a fait une petite transition avec Clément, mais on est parti au bout de 4 mois parce que on n'avait pas vraiment un ADN d'intrapreneur. On était vraiment des entrepreneurs, mais voilà, comme on dit, no hard feelings. Je suis très satisfait et heureux de ce parcours. J'ai appris énormément et c'était une aventure extraordinaire. Au passage, ça a dû être une très belle opération financière pour 2 ans du coup. Oui et non, parce que je pense que
l'aventure Stuart avait vraiment le potentiel de créer une sorte de Uber français en termes de valorisation d'impact. La technologie qu'on avait développée et qui a été développée, elle est extraordinaire. C'était un des seuls algorithmes en fait au monde qui te permettait de dispatcher avec énormément de variables. La complexité, on se rend pas compte, mais il y a la taille du colis, il y a la distance à parcourir, il y a est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, il y a est-ce que c'est lourd, et en fait en fonction de mettre en place le bon mode de transport en face, et puis même de créer des mini-tournées. Ouais, je comprends. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que de transporter une personne d'un point A à un point B. Bien sûr, ouais. Parce que là, et puis tu as des time windows de pick-up et de delivery. Donc en fait, c'est extrêmement complexe. On avait résolu énormément de problématiques. Franchement, ça aurait pu être une entreprise qui sort en IPO et tu vois, avec un parcours extraordinaire. Donc tu es un peu, bien sûr, tu es content à l'échelle de tous les Français. Tu as fait une très belle opération, mais tu es quand même amer parce que ça aurait pu être bien plus ambitieux, quoi. Ouais, je pense que je suis pas amer parce que moi j'ai jamais de regrets, mais plus de la nostalgie et en fait beaucoup de learnings dans justement remis au service de Shares, notamment dans le choix des investisseurs, dans la manière de constituer ton equity story, dans la séquence. Voilà, c'est hyper important de faire attention à ça et de voir long terme en fait, pas penser très court terme. Ok, donc vous avez cette possibilité, voilà, vous vendez vos parts au groupe La Poste. Là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que, je sais pas, tu as une petite dépression, un petit burn-out, un petit truc, enfin, comment ça se passe à ce moment-là? En fait, ça, c'est ce qui passionne un peu les gens, c'est un peu ces transitions qu'il y a entre des aventures, surtout quand il y a une revente, heureuse ou moins heureuse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'en fait, souvent, on n'a peut-être pas forcément l'idée de ce qui va se passer après. Toi, tu étais dans quelle optique là? C'est très bizarre en fait. Les gens, effectivement, tu as raison de le dire, quand tu vends ta boîte, les gens pensent que c'est juste la joie, la folie, la liesse. Évidemment, il y a aussi ça, mais il y a aussi ce truc un peu étonnant de perte de repères. Moi, je me souviens, dans cette phase de transition, j'allais dans le bureau de Stuart et c'était plus chez moi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, c'était plus chez moi. Littéralement, si je voulais me faire un café, j'avais l'impression de faire un café, qu'il fallait que je demande la permission. Tu vois, c'était vraiment très très particulier comme sentiment. Et donc, tu as une sorte de baby blues où en fait, les gens sont hyper contents pour toi et toi, en fait, t'as plus vraiment de raison de te lever le matin. Tu es en phase de transition, ta compagne, c'est plus toi qui prends les décisions. Et moi, face à ça, en fait, t'as ceux qui font qui font un burn-out. Nous, avec Clément, on avait en commun de pas s'arrêter une seule seconde. Donc nous, on n'a même pas fait une transition, des vacances, etc. On a tout de suite réembrayé sur notre nouveau projet. Et on avait besoin d'un peu d'air frais, un peu de renouveau. Et donc on est parti vivre aux États-Unis, à New York. Tous les deux? Ouais, sur un coup de tête. On a pris un billet d'avion, on n'avait pas de visa, on avait un début d'idée, on avait commencé à travailler sur un projet. Déjà formé enfant ou pas? Non, pas encore. Ah, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Et donc vraiment, je suis arrivé à New York avec Clément, on avait commencé à travailler sur un projet, mais c'était encore le début. Et on est arrivé sans le bon visa, et puis on a commencé à expérimenter la ville jusqu'à arriver à notre idée de monter des salles de sport, mais ça a été très rapide. Et on voulait vraiment qu'il y ait cette espèce de rupture nette, nouveau secteur d'activité, nouveau pays, c'était vraiment une nouvelle vie, quoi. Ouais. Et ça a été 4 ans ensuite finalement aux États-Unis qui ont été extraordinaires, qui ont participé un peu de qui je suis aujourd'hui, parce que ça a un peu changé mon mindset, quoi. Ça m'a rendu beaucoup plus international. Mais donc pour répondre à ta question, ouais, on sort de Stuart et on réembraye tout de suite sur quelque chose. On laisse pas, l'espèce de flottement nous entraîner vers le bas, quoi. C'est comme les mecs qui divorcent et qui se remarient dans l'année qui suit, quoi. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas rester seuls, quoi. Ouais, si tu veux, c'est ça. Si on peut faire un peu, j'aime bien faire des parallèles, des fois ils sont un peu foireux, mais ça passe. Mais là ça passe, ouais. Ça passe, bien tenté. Vous arrivez aux États-Unis, donc vous venez de la tech et vous voulez lancer dans les salles de sport. Je me rappelle plus, il y avait quand même un petit truc tech là-dedans ou même pas? Ouais, on voulait. L'idée c'était de voir comment nous, avec notre regard, notre capacité à être un peu dans les opérations et la tech, on pouvait optimiser l'immobilier vacant de New York. Il y avait une crise du real estate, tu avais la moitié des boutiques qui étaient fermées, qui cherchaient un locataire. Et donc on s'est dit, on va essayer de créer des salles de sport au début éphémères, puis ensuite long terme, pour réactiver cet espace. Et donc il y avait une app qui te permettait de booker, mais bon, effectivement c'était low-tech, quoi. C'était par rapport à Stuart. Ouais. Mais c'était un peu... l'idée c'était que la tech fluidifie quand même les opérations, il y avait un check-in manuel à l'entrée, enfin bon, il y avait un certain nombre de choses. Et donc c'est ce qu'on a lancé, ça s'appelait Fit House. Et c'est vraiment de manière très opportuniste ou il y avait vraiment un choix coup de cœur pour ce type de business?
Non, Clément a été très sportif. Il avait fait un Ironman, il faisait des marathons. Moi, j'étais un petit peu en train de m'y mettre aussi. Ça me plaisait bien, mais c'était vraiment... on a toujours été comme ça. Je pense qu'on a ça en commun avec Clément. On n'a pas une spécialité. Nous, on voit une situation, un problème, un besoin, et on essaie d'itérer sur quelle est la solution qu'on pourrait développer, en fait. Et donc, ça s'est fait de façon assez organique. Et là, on va dire que, si je dis pas de bêtises, alors, on va pas parler de faux nez creux parce que c'est pas de votre faute, mais là, il se passe quelque chose, je crois, on est vers 2020 ou un truc comme ça, non? Il y a un petit Covid qui pointe son nez et qui vous nique un peu votre business, quoi. Qui nous met à l'arrêt, en fait, tout simplement. Ouais. On avait plusieurs salles de sport, on avait un business, on avait des abonnés, et en fait, on ferme, quoi. Tout simplement, on ferme pendant le Covid et on réouvre jamais, quoi. J'ai essayé de lancer des trucs en ligne, j'ai essayé de trouver des portes de sortie, mais c'était trop compliqué, quoi, en fait. C'était vraiment la ville qui a pris, une des villes qui a pris le plus cher, New York, une population qui est partie de New York, qui n'est pas complètement revenue d'ailleurs encore aujourd'hui. Et donc c'était vraiment très compliqué. Et moi j'avais entendu quelques anecdotes, alors je sais plus si c'était un podcast de toi ou de Clément, ton ancien associé, mais dans les investisseurs, vous n'avez pas genre le mec de Rocket Internet ou les gens ou des mecs de WeWork ou quoi, il y avait un truc comme ça, non? Non, on a eu le lead investor de FitHouse, c'était JFC, donc Global Founder Capital, et c'était Oliver Samwer. Ok, donc le fondateur de Rocket Internet. Ouais, avec à l'époque le partenaire qui s'appelait Hugues, que je salue, qui est un bon pote. Et donc il nous avait effectivement beaucoup soutenu sur l'aventure FitHouse, qui malheureusement s'est soldé par une fermeture. Et aujourd'hui, ce que je suis content de pouvoir dire, c'est que quand j'ai créé Shares, j'ai pu justement remettre dans la cap table des investisseurs de FitHouse, donc aussi bien des business angels que GFC, qui a fait partie du tour de financement. Et lui, il est comment? Il paraît qu'il est complètement dingue, ce mec. Dans le bon sens du terme, j'entends, mais... c'est quelqu'un de vraiment très intelligent, Oliver Samwer, qui a aussi une énergie qui est assez étonnante pour quelqu'un de son niveau de patrimoine, de richesse, de succès. On pourrait s'imaginer qu'il a justement envie un petit peu de se reposer et de profiter de la vie. En fait, il continue d'avoir ce rythme effréné, de rencontrer des entrepreneurs chaque jour, d'investir dans des projets, de soutenir des projets. On lui doit quand même beaucoup d'entreprises successful. Donc oui, c'est quelqu'un qui est pour moi comme un ordinateur, quoi. Qui est assez remarquable. C'est très agréable d'échanger avec lui parce que c'est très sharp. Après, effectivement, faut avoir une capacité à le suivre, quoi. Ouais, je me doute, ouais. Donc, bon, cet épisode, du coup, se termine. Vous fermez la boîte. Retour en France. Retour en France, ouais. Vous aviez déjà quand même un peu l'idée de Stuart, puisque tu m'en parlais tout à l'heure. De Shares. De Shares, excuse-moi. Ouais. Quel laps de temps il se passe entre ton retour en France après cet échec? Donc, du coup, qui est le premier après de victoire, on va dire. Ouais. Alors déjà, on peut même faire un petit laïus là-dessus. On a parlé un peu de la gestion du coup des victoires, comme tu dis, qui sont peut-être vachement fantasmées par les gens, mais qui en fait, sont assez, c'est des étapes, quoi, comme une autre. Comment on gère un échec comme ça? Écoute, là, a posteriori, ce que je peux te dire, c'est que on n'apprend vraiment pas grand-chose d'une victoire. En revanche, on apprend énormément d'un échec. Yes. Et ça, c'est vraiment une phrase que j'entends dire et que je trouve vraie. On n'apprend rien d'une victoire, on apprend beaucoup d'un échec parce que c'est un peu, tu vois, dans la souffrance que tu cristallises des bons réflexes. Tu sais que tu ne vas pas refaire telle et telle erreur, que tu vas prendre des décisions différentes. Donc même si nous, l'échec de FitHouse, ce qui vient sonner le glas de FitHouse, c'est le Covid. Tu as quand même beaucoup de business qui ont survécu au Covid et ça n'a pas été notre cas. Donc ça veut dire que c'était pas si solide. Ouais. Les fondamentaux n'étaient pas assez solides. Donc moi j'ai appris énormément sur les règles de base qui font, je pense, un bon projet entrepreneurial. Je pense qu'il y a la complémentarité des fondateurs. On était un petit peu trop similaires avec Clément et je pense que ça nous a beaucoup apporté au début cette association, mais qu'il fallait, je pense, à l'un et l'autre des profils un peu plus complémentaires. Quoi, vous êtes quoi, 2 CEO développeurs, vous plutôt, non? Ouais, 2 business développeurs, très sales, avec une vision. Lui, il est un peu plus produit, moi je suis un peu plus, legal, finance, je suis un peu, mais fondamentalement on avait une base assez commune et on s'entendait hyper bien d'ailleurs pour ça.
Et aujourd'hui, mes deux cofondateurs, ils ont des profils très différents du mien. Et je pense que dans les moments de difficulté, ça aide. Tu vois, il y en a un qui vient du monde de la fintech, il était chez Revolut, il gérait le produit de trading de Revolut, donc hyper expert sectoriel, hyper product. Et le deuxième, il est CTO, directeur technique, et il est très bon en tech. Donc en fait, on a une complémentarité, tu vois, product, business, tech, il n'y a pas d'overlap, c'est fluide. Donc ça, c'est le premier bon point. Donc tu vois, l'équipe des cofondateurs, c'est important. Le deuxième point, c'est je pense qu'il faut choisir une idée qui est pas trop niche, qui est massive et où tu as quelque chose à dire vraiment de différent versus les acteurs existants. Tu as quelque chose en plus qui fait que toi, tu vas pouvoir être meilleur que tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc pas comme les gens qui disent j'ai une idée, c'est génial, il n'y a personne sur le marché. En fait, ouais, s'il n'y a personne, c'est peut-être que ton idée c'est de la merde, quoi. En fait, il faut trouver la bonne corrélation entre c'est big, l'idée est big, il y a du monde, donc ça veut dire que c'est pas, je suis pas fou, mais je peux faire quelque chose que les autres ne font pas et où je vais être 100 fois meilleur, tu vois. Et en fait, si tu as cette corrélation entre tout ça, donc si tu as quelque chose à dire de nouveau, c'est bien. Donc la team, l'idée, tu vois, avec un potentiel scalable, facile. Là aussi, le real estate, c'était pas scalable, quoi. C'est compliqué, quoi. Tu vois, il fallait 6 à 9 mois pour ouvrir une gym. C'était difficile de se financer à l'étranger. Enfin, tu vois, l'idée, elle avait quand même des difficultés intrinsèques, alors qu'aujourd'hui avec Shares, on n'a pas sporté notre autorisation, on est régulé en France dans 27 pays, on peut lancer ce qu'on veut dans 27 pays techniquement, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas la même approche. Donc l'idée, la team, l'equity story, donc avoir des investisseurs qui peuvent te soutenir dans les différentes étapes, et puis de l'anticipation, tu vois, être un peu moins à l'arrache, un peu moins last minute, avoir toujours devant toi 18-24 mois de trésorerie. Tu vois, ça c'est aussi mon côté père de famille maintenant qui fait assez attention à avoir toujours ce matelas qui donne une sécurité. Mais c'est important, tu peux pas attaquer le Covid et avoir 3 à 6 mois de trésorerie devant toi. Non, c'est pas possible. C'est compliqué, ouais. Tu vois. Donc voilà, j'entreprends beaucoup plus sereinement aujourd'hui, beaucoup plus tactiquement, beaucoup plus stratégiquement, mais aussi beaucoup plus agressivement, et ça c'est grâce aux US. Parce que l'agressivité que tu as aux US, tu la trouves nulle part ailleurs. Et donc du coup, tu rentres des US, tu as directement l'idée de Shares ou ça vient après? Non, il y a une phase de transition, je suis vraiment sur tous les coups, j'essaie de me reconstruire complètement, je retourne en France, je suis pas sûr de vouloir rester en France, j'essaie plein de trucs, je regarde la santé, je regarde plein de secteurs, et en fait on brainstorm avec François Ruti autour de la finance, parce qu'on a envie de lancer quelque chose pour démocratiser la finance. François qui est mon directeur technique et cofondateur, et progressivement ça nous amène à effectivement designer le MVP de Shares. Ok, et là pareil, c'est quoi les étapes? Comme pour Stuart, tu vas directement lever des fonds? Non, on met un peu de sous de nos poches, on va chercher Arjas, notre troisième cofondateur, et puis on commence à itérer. Et en fait, à ce moment-là, je propose à tous les anciens actionnaires de FitHouse de rentrer gratuitement au capital de Shares. Donc tu vois, je prends une poche d'actions nominale au tout départ de la boîte et je la distribue un peu au prorata à un grand nombre des investisseurs de FitHouse. Ils sont hyper agréablement surpris parce qu'ils s'y attendaient pas. Parce que t'es pas obligé. Non, mais je me dis, tu vois, c'est du karma. Je veux que les mecs, ils voient ça comme une aventure. Bon, elle s'est malheureusement terminée dans le cas de FitHouse, mais elle se prolonge à mes côtés sur Shares. Et en fait, ça crée un super goodwill. Ouais, je suis d'accord. Et il y a un des investisseurs, du coup, qui occasionne un term sheet pour une levée de fonds de 5 millions. Je m'y attendais pas du tout, sincèrement. Je pensais peut-être être grillé, tu vois. Je me suis dit, j'ai raté une boîte, plus personne ne va me faire confiance. Et en fait, je crois que le bon karma que j'ai créé autour de Shares au début fait que j'ai une première term sheet. Donc je me dis, putain, pas mal. Donc faut que je réfléchisse justement à mon equity story. C'est quoi les investisseurs que j'ai envie d'avoir autour de la table? Et donc je fais une liste un peu de, tu vois, la liste de rêve des 10 investisseurs que j'aimerais avoir dans Shares. Je les contacte et là je reçois 80% de réponses positives, tout le monde qui veut investir, et ça aboutit à un tour d'investissement d'un peu plus de 8 millions. Pareil, prêt. BA du coup? Non, avec des fonds du coup. Avec un fonds, ok. Et je fais rentrer Singular en lead, qui est un fonds qui est pour moi un des meilleurs fonds français aujourd'hui, qui est d'ailleurs européen maintenant, géré par Jérémy Usan et Rafi Camber, qui étaient des anciens d'Alven. Et donc eux lead le round, et je fais aussi rentrer donc GFC, Oliver Samwer, et Valar Venture, qui est le fonds de Peter Thiel, et ça je voulais vraiment ramener ça de New York. C'est le mec de PayPal. Et c'est le mec de PayPal, et en fait je ramène Valar qui n'avait investi en France que dans Conto à ce moment-là. Okay. Donc, et en Europe, dans TransferWise, dans N26. Donc je ramène vraiment un fonds qui a beaucoup de sens dans l'univers FinTech et qui d'ailleurs par la suite leadera ma série A et ma série B. Ok, nice. Donc du coup,
pareil, comme pour Stuart. Good T'es karma. armé, cette fois, pareil, vous êtes 3 cofondateurs, hyper complémentaires. Vous avez le bon board, les bons fonds, vous avez l'oseille, vous avez de quoi voir venir. Est-ce que tu peux, du coup, pareil, explique comme tu l'as fait tout à l'heure pour Stuart, c'est quoi Shares avec tes propres mots, que les gens comprennent? Bien sûr. Shares, c'est une plateforme d'investissement qui te permet d'investir, de créer un compte titre et d'investir en actions, en ETF ou en crypto-monnaie. Donc c'est ouvert au grand public, c'est régulé en France par l'AMF et la CPR, donc la Banque de France. Et donc c'est vraiment un vrai service d'investissement complet. On a créé ça avec l'idée de mélanger à tout ça un réseau social. Donc l'originalité, c'est que sur Shares, tu peux voir en fait le portefeuille de tes contacts. Donc si toi et moi on est contact, tu verras pas combien d'argent j'ai investi, mais tu pourras voir la liste de mes investissements. Donc, tu pourras voir, C'est je te follow ou je t'ajoute? C'est quoi? C'est un il n'y a pas modèle le concept de follow, c'est contact. Donc il faut quand même que tu me fasses une request et que j'accepte ta request. Comme à l'époque de Facebook, quoi. Ouais, parce que l'idée c'est que j'ai peut-être pas envie de montrer mon portefeuille à tout le monde. Forcément. Sauf si peut-être tu veux le mettre en public, hein. Tu pourrais. Ouais, mais aussi. pour l'instant, en fait, on a vachement limité. Il n'y a que justement des investisseurs professionnels dont on fait, tu vois, un peu la curation, qui sont visibles par défaut. Okay. Parce qu'il y a quand même un enjeu de ne pas montrer, tu vois, des portefeuilles de gens qui ne sont pas soumis à modération. Tu vois, on veut vraiment faire attention à ça. Et donc, si toi et moi on est contact, bah, tu vas voir à quel moment j'achète ou je vends un titre, comment j'ai composé mon portefeuille, c'est quoi ma perf. Et si moi, par exemple, c'est pas genre, je me dis putain, Benjamin, c'est un crack. En général, je le suis. En général, il se trompe pas. Je vois que tu viens d'acheter tel titre. Bah, justement, moi, j'ai la notification. Ça peut me donner envie de faire de même, en fait. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Tu peux même mettre en place des alertes pour avoir une alerte à chaque fois que je fais un mouvement. Et du coup, tu prends librement la décision de le suivre. Parce que on voulait pas systématiser, tu vois, le copy trading. On trouvait ça un peu risqué. Nous, ce qu'on aime, c'est l'idée d'apprentissage, d'éducation. On a aussi, donc, comme on l'a dit, fait la curation d'investisseurs, un peu finfluenceurs qui viennent sur la plateforme, qui partagent un peu leur stratégie, qui expliquent, qui peuvent rédiger des posts. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de permettre d'investir via une plateforme simple, ludique, pas chère, accessible et en même temps éducatif parce que tu vas voir un peu comment les gens composent leur portefeuille, quelles sont leurs stratégies, tu peux leur poser des questions. Voilà, c'était ça vraiment l'ambition de Shares et ça se développe très bien. On est aujourd'hui content, on est régulé, ça a pris du temps. On a fait une belle campagne avec Venus et Serena Williams qui sont les égéries. Donc ça a donné un bon coup de boost. Et tu as investi aussi chez toi, non? Alors elles n'ont pas investi. On a fait non, pas dommage. C'est moi qui voulais pas qu'elles investissent. Ce que je voulais, c'était qu'elles donnent de leur temps et de leur image, en fait. Et donc ça a été justement une négociation plus difficile parce que aujourd'hui elles ont été les égéries d'une campagne qui est encore en live en Europe. Elles sont les égéries de la marque et en fait on a proposé de les rémunérer en equity. Ah oui, donc c'est ça. Ouais, elles ont quand même des shares dans Shares. Ok, trop bien. Et aujourd'hui, comment tu fais? C'est quoi ta principale stratégie d'acquisition pour acquérir des nouveaux clients sur Shares qui sont du coup c'est quoi? C'est du B2C et du B2B. C'est-à-dire que moi, je pourrais avoir un compte sur Shares, mais je sais pas, un CGP, il peut également être chez toi en fait aussi. Alors, on a deux canaux d'acquisition. Le premier qui existe depuis le lancement, c'est le B2C, donc c'est-à-dire le grand public. Les méthodes pour acquérir des clients, elles sont nombreuses. C'est des ads, c'est du referral, c'est-à-dire du parrainage, c'est des affiliés. Donc on a des influenceurs, tu vois, qui partagent des codes avec un certain nombre d'avantages. C'est de la notoriété via du média, etc. Donc ça, c'est le B2C. On lance le mois prochain une plateforme pour les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers. Ok, top. Parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, notre offre, d'un point de vue digital, est parmi les meilleures en France, avec un compte titre, mais aussi un compte titre pro pour placer sa trésor d'entreprise. Et le mois prochain, on lance le PEA. Donc on va avoir en fait toutes les enveloppes qu'on appelle bancaires. Et en fait, il n'y a personne qui fait ça de façon digitale, simple, qui peut t'ouvrir comme ça ton compte en quelques clics. Et il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui sont venus nous voir et qui nous ont dit attendez, nous on a des outils hyper obsolètes. Est-ce que vous pouvez pas nous faire une plateforme pour qu'on puisse nous aussi ouvrir des comptes à nos clients? Et donc c'est ce qu'on lance le mois prochain et on est partenaire de la Banque Odo sur cette activité-là, qui est notre dépositaire et notre broker, donc qui est une marque de confiance aussi pour ceux qui nous écoutent. Et du coup, j'ai deux questions que je vais te poser, parce que je ne vais pas en oublier une. Quel est le business model du coup de Shares? Je suppose, alors, c'est quoi? Moi, je suppose que c'est, vous prenez, je sais pas, 1 euro, 1,50 €, 2 euros peut-être par flux, ou est-ce que vous prenez un cut sur les opérations? Ça, tu vas nous le dire. Et la deuxième question, tu vois que je suis déjà en train de l'oublier. Ah oui, c'est avant Shares, comment ils faisaient les gens? En fait, c'est quoi? C'est vous remplacez qui en fait? Vous remplacez les banques traditionnelles, grosso modo, non? Alors, la première question, on gagne de l'argent sur du volume.
parce qu'on a choisi justement d'être très peu cher. Donc aujourd'hui, la transaction chez Shares, elle est à 1 euro. Et 0,2% au-dessus de 500 euros. Donc c'est extrêmement compétitif. On est parmi les frais de transaction les moins chers du marché. Par ailleurs, si tu crées un compte Shares, il est gratuit. Et si tu mets en place un versement programmé, c'est par exemple tu choisis un portefeuille type avec plusieurs ETF, par exemple, qui sont des paniers d'actions, et que tu décides de mettre en place un versement tous les mois ou toutes les semaines, c'est gratuit, totalement gratuit. Donc tu vas me dire, mais comment vous gagnez votre vie? Sur beaucoup de volume. Ensuite, un boulot de centimier, quoi. C'est un boulot de centimier, mais c'est aussi notre choix, tu vois, d'aller chercher justement une masse. Et pour répondre à ta question ensuite, comment est-ce que les autres faisaient avant? Qui est-ce que vous remplacez en fait? On remplace, j'ai envie de dire, il y avait effectivement d'abord tes banquiers classiques, ta banque de détail, à qui tu peux toujours demander tu vois, de t'ouvrir un compte titre et à qui tu peux toujours suggérer de passer des ordres, mais c'est pas du tout fluide parce que tu vas signer un formulaire à la mano à chaque fois que tu fais un ordre, tu vas avoir des frais qui vont être très importants, donc on va remplacer ta banque de détail. On va remplacer peut-être aussi les néo-brokers, qui sont les brokers des années 2000, dont certains sont toujours des acteurs très importants aujourd'hui qu'on connaît, mais qui vont avoir peut-être une gamme de produits différentes, par exemple qui ne vont pas avoir d'action fractionnée. Nous, on va te permettre d'investir dans une action dès 1 euro, parce qu'on va fractionner l'action et te donner juste un droit de créance sur un pourcentage de l'action si tu veux, ce qui permet en fait de baisser en fait le prix d'acquisition d'une action. Tu vois, une action LVMH à 650 euros, tu peux l'acheter à 1 euro. Voilà, donc bref, on va remplacer les néo-brokers et puis on va innover en étant, je pense, les seuls à avoir toutes ces enveloppes sur une plateforme, mais il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Ok, nice. Et là, aujourd'hui, tu nous disais que vous avez fait donc votre seed, vous avez déjà fait votre série A, votre série B. Aujourd'hui, Shares, c'est quoi en chiffres dans ce que tu peux dire, dans ce qui n'est pas confidentiel? C'est plus de 100 000 comptes créés depuis la création. C'est 90 millions de dollars levés. C'est 110 salariés. Répartis sur principalement Paris, Londres et un petit peu Cracovie en Pologne. On a notre support. Voilà, c'est l'ambition d'être parmi les plus grosses plateformes dans les prochaines années en Europe. Et voilà un peu ce que je peux te dire. Et par rapport à Stuart, vous étiez monté à une équipe de combien avant la revente finale On devait être autour de 150, 160. Donc le management et le passage de 0 à 100, 150, en fait tu l'avais déjà vécu à Stuart. Et Fithouse, on était aussi 100. Ok. Ça fait 3 fois que j'ai plus de 100 salariés. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que pareil, ça c'est quand même quelque chose qui est pas non plus anodin. La partie recrutement, management, moi je pense que même c'est la partie la plus dure de notre métier. Qu'est-ce que tu peux en dire toi là-dessus là? Comment on passe facilement de 0 à 100? Et c'est quoi, on va dire, maintenant au bout de la troisième fois, tu as un peu le playbook. C'est quoi un peu le playbook de ça? Ouais, mais on refait quand même des erreurs à chaque fois. Non, je pense que la première chose, règle numéro 1, c'est qu'il faut quand même designer son org chart cible à un moment quand on fait une série A. Tu vois. À partir du moment où on va avoir un peu de revenus, il faut qu'on se dise voilà comment va être structurée mon entreprise, voilà la chaîne de commandement, voilà comment les... Donc c'est important, tu vois, d'avoir cette cible-là pour que ça soit très carré. Il faut le communiquer à ses équipes de sorte que quand on rajoute des gens, on sait tout de suite où ils se trouvent. Parce qu'on a très vite fait de recruter des gens et en fait que ce soit pas clair en fait la chaîne de commandement, qui fait quoi, qui reporte à quoi, quel sujet appartient à qui. Donc je pense que c'est hyper important d'avancer avec une projection de soi et ensuite d'évoluer vers cette projection. Règle numéro 1. Règle numéro 2, ça c'est la règle connue de Jeff Bezos, la règle des 2 pizzas. En fait, si sur un projet, tu peux pas nourrir l'ensemble des parties avec seulement 2 pizzas, c'est-à-dire qu'en gros, il y a trop de monde dans la salle, ça va être inefficace. Ouais, ça, moi j'applique ça pour les réunions. Ouais. Voilà. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de 6 à 8 personnes dans un meeting, sinon il y a un vrai problème. Et encore, c'est déjà beaucoup. Hein. T'as des gens qui... 6 ou 8, c'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, la règle de Jeff Bezos, il appelle ça la 2 pizza rule. Donc moi, je pense que c'est assez vrai. Tu as très vite fait, en fait, quand tu dépasses 80, 90, 100, d'arriver dans une espèce de truc d'inertie où tu as 3 personnes pour un rôle, en fait, où tu pourrais faire fusionner 3 fiches de poste, quoi. Exactement. 3e règle, tu ne recrutes quelqu'un que lorsque vraiment les gens sont sous l'eau. Tu vois, t'attends pas qu'ils soient en burn-out, mais il faut vraiment que tu sentes qu'il y ait vraiment un besoin. Parce que il y a des gens, tu vois, que tu vas recruter dans une phase 2 d'entreprise qui forcément n'ont pas été habitués à l'entrepreneuriat,
qui viennent d'entreprises déjà un peu plus grosses, etc. Donc qui étaient habitués à avoir le luxe d'être surstaffés. Et donc leur premier réflexe, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça va être de te dire ah ouais il me manque telle personne, ah il me faut un designer en plus, ah il me faut ça. Et en fait si tu joues le jeu de tes salariés, tu te mets à recruter comme un malade et après en fait tu es surstaffé et en fait tu crées une bête malade quoi. Ouais. Donc il faut vraiment recruter que quand c'est indispensable. Et puis après faut avoir des processus de recrutement qui soient rapides mais extrêmement précis quoi. Donc avec des rounds, avec des background checks, des références checks. Enfin vraiment faut que tu appliques la règle de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ouais. S'il y a un doute, tu ne recrutes pas en fait. Même si tu as un micro doute, tu dis ouais, elle est pas mal cette personne, mais non, il faut que tu sois convaincu. C'est exactement la personne qu'il me faut. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Ouais. Et toi, tu es encore très hands-on là-dessus, sur la partie recrutement, ou maintenant c'est quand même quelque chose qui est non, je valide quasiment tous les profils. C'est-à-dire que le dernier round, il est toujours avec toi? Ouais, sauf peut-être sur du back-end ou de la tech, etc. Où là, ça va être mon cofondateur et CTO parce qu'il gère vraiment bien son équipe. Mais de façon générale, moi, je valide tous les profils. Même un stagiaire, un apprenti, Ouais, il y a peut-être des exceptions, mais 90% du temps, ouais, je vois au moins la personne une fois, rapide, ne serait-ce que pour sentir le fit humain. Et est-ce que ça arrive, du coup, qu'on arrive au dernier round avec toi et que tu dises non, là, vous vous êtes trompé, ça le fait pas? Bien sûr. C'est fou, ça, quand même. C'est arrivé il n'y a pas longtemps pour un stagiaire. On l'embrasse, il se reconnaîtra. C'est arrivé il n'y a pas longtemps pour un stagiaire, mais c'est comme ça, c'est même pour lui. En fait, tu fais gagner du temps. Faut pas voir le volet négatif, tu fais gagner du temps à la personne. Quand tu te rends compte que tu vas pas être la bonne entreprise, qu'il n'y a pas le même ADN, que ça va pas fitter, tu vois, peu importe en fait que ce soit un stagiaire ou quelqu'un de l'exec team, à la fin, dans un écosystème, dans un environnement de travail, s'il y a une personne qui n'a pas du tout la même mindset, ça ne va pas fitter, ça va créer un mauvais climat. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, t'en parlais là tout à l'heure du gros chantier avec nos amis les CGP pour Shares, mais du coup, si on se projette à, je sais pas, 2-3 ans, on va pas non plus aller trop loin, c'est quoi l'ambition pour Shares en termes de part de marché, en termes de nouvelles features, de nouveaux produits, de nouvelles choses que vous lanceriez? Où est-ce que tu te vois aller avec Shares? Écoute, Shares, ce qu'on a créé avec Shares et que les gens ne voient pas forcément, c'est que nous, on est une plateforme vraiment complète, front to back, d'investissement extrêmement complexe. Donc on va gérer ce qu'on appelle la tenue de compte. Donc en fait, on gère toutes les classes d'actifs, on s'est créé, comme je l'ai expliqué, différentes typologies de comptes. On va gérer les prélèvements à la source, on va gérer les déclarations, on va gérer les imprimés fiscaux. En fait, on fait plein de choses qui ne sont pas forcément visibles mais qui sont extrêmement intéressantes. Sur cette base-là, à côté de notre track, tu vois, B2C qui se développe plutôt bien, c'est vrai qu'on est très sollicité en ce moment par des acteurs de l'investissement, des sociétés de gestion, des banques, des assureurs, pour essayer de regarder comment on pourrait travailler avec eux et en fait peut-être remplacer un certain nombre des outils qui sont utilisés aujourd'hui par un certain nombre d'entre eux. Donc là, on est sur un business vraiment de valorisation de la plateforme Shares en tant que plateforme SaaS, etc. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on est un peu à un carrefour et là je te rencontre justement à ce moment-là, notre existence, où mon objectif aujourd'hui c'est d'imposer ma plateforme et mon service B2C, mais aussi d'imposer ma plateforme. Donc on a probablement des dizaines de milliards d'encours qui arriveront dans les prochaines années sur notre plateforme, où là on va directement valoriser donc, notre technologie et puis notre plateforme de CGP que j'aimerais étendre à toute l'Europe parce que finalement le métier de CGP ou de Financial Advisor est assez ressemblant d'un pays à l'autre. Donc vraiment être un vrai leader du wealth management, tu vois, de l'investissement et pas juste un néo-broker parmi tant d'autres. C'est ça en fait un peu mon virage actuel. Okay. C'est de ne pas rester juste un petit néo-broker qui vend des actions. Non, nous on fait tous les produits, on va avoir des produits structurés, sur la plateforme on va avoir des fonds, on va avoir des produits dérivés. Donc en fait tu as tous les supports d'investissement, toutes les enveloppes et tu as la plateforme la plus complète front to back, quoi. Et moi, toi, tu vas me dire, parce que toi, t'es à fond dedans, tu penses que tu dors fintech, tu te lèves fintech, tu manges fintech, tu bois fintech. M'habille fintech, regarde. Tu t'habilles fintech. On n'en a pas parlé, mais t'as déjà vu un start-upper en costume? Moi, non, mais c'est parce qu'après, tu vas faire une conférence, un truc comme ça, c'est ça. Donc, t'as une dérogation. J'ai l'impression d'un œil extérieur que le monde de l'écosystème fintech français, il est hyper dense. Alors, tu vois, déjà avec un peu toutes les... je sais pas si on dit les comptes pro, néobank, banque en ligne, tous les Conto, Shine, Indie, les Penny Lane, et puis en fait des gens comme vous, et puis en
fait tout cet écosystème fintech qu'il y a en France. Est-ce que du coup, l'écosystème fintech en France, il est vraiment gros ou est-ce qu'à l'échelle, par exemple, de ce qui se passe au UK ou aux US, en fait, on est quand même vachement à la traîne? C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a des secteurs. La fintech, en fait, se sous-segmente. Tu vois, entre Pennylane et Shares, il y a vraiment un gap. On ne fait pas du tout la même chose. Je pense que de façon générale, en France, on est bon en B2B. Tu vois, on est des bons tech. Nos techs sont bons, on est bon en IA, on est bon, tu vois. Mais on n'est pas ouf en consumer. On n'est pas ouf en consumer. Ouais, on n'est pas ouf en consumer parce que tu vois, tu me parles Conto, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'une boîte B2B-C parce que c'est quand même de la micro-entreprise. Mais on n'est pas ouf en consumer. Il y a Lydia qui est bien et puis c'est tout, quoi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'outils consumer, tandis que tu vas à Londres, tu as Revolut, Freetrade, Monzo, Wise, enfin je peux t'en citer, c'est un hub consumer fintech de malade. Par contre, on est bon en B2B, en SaaS, tu vois, Pennylane, c'est vraiment bien ce qu'ils font aussi, je trouve que c'est impressionnant. Nous, on l'utilise, c'est bien. Enfin, tu vois, tu as plein d'outils comme ça, effectivement, tu as raison. Donc, je pense que ça se sous-segmente, tu vois, ça se sous-segmente, mais en B2C, on gagnerait à avoir des leaders, tu vois. On n'a pas de grosses néobanques qui soient européennes, à part Lydia qui est franco-française. Ouais, bien sûr. Et comme tu dis, donc il y a un gros sujet de branding parce que même si moi je sens que ton ambition, et c'est peut-être là que sera le futur de Shares, c'est sur la partie B2B, mine de rien, l'acquisition et la notoriété, elle se fera beaucoup sur le B2C. Ouais. Et donc du coup, c'est quoi qu'est-ce que tu mets en place on va dire sur la partie brand, sur la partie vraiment branding, qui comme je sens qu'elle est assez forte chez vous, qui était forte chez Stuart. Alors moi je t'ai pas connu avant, mais Stuart, vous avez fait quand même une bête de marque, alors que vous êtes resté que 2 ans, mais tout de suite ça a été quand même hyper impactant. C'est pareil, tu donnais un peu tout à l'heure le playbook en très peu de temps sur la partie recrutement management. Ce serait quoi, pareil, ton playbook sur la partie branding et comment faire une marque forte très vite Écoute, je pense que déjà, ça c'est un point important. Il y a beaucoup, moi je reçois beaucoup de decks d'entrepreneurs qui me pitchent et je trouve qu'ils n'arrivent pas à constituer une marque qui sorte du lot. C'est extrêmement important de créer de la désirabilité autour de ta marque. Ça commence par déjà un nom simple. Ça paraît bête, hein, mais que ça soit Shares ou Stuart, moi j'ai toujours vraiment pris le temps d'aller chercher un nom très simple, très facile à retenir, à écrire, facile à prononcer en anglais, en français, en chinois, en ce que tu veux, tu vois, que les gens puissent retenir assez facilement. Ensuite, il faut un visuel fort et un univers de marque important. Dans le cas de Stuart, on voulait personnaliser la personne du livreur. On voulait quelque chose d'assez visuel. On voulait aussi un bleu, parce qu'il y a quand même le bleu, un beau bleu, un bleu de travail, un bleu qui était assez évocateur. Dans le cas de Shares, l'idée c'était de partager le gâteau. Donc on s'est dit Shares, c'est une part, mais c'est une action aussi. Donc dans l'imaginaire, moi je voulais un gâteau. Et donc notre logo, c'est un petit gâteau avec une part qui s'enlève. Donc tu vois, à chaque fois, c'est de réfléchir à un truc. Mais après, moi j'aime beaucoup les marques, hein, donc je passe du temps à réfléchir. C'est aussi un truc personnel. Et après, c'est avoir une vraie stratégie, c'est-à-dire vraiment avoir une réflexion autour de ta marque. On n'a jamais suffisamment d'occasion de montrer sa marque. Moi, je suis pour mettre mon logo partout. Tu vois, là je devrais avoir normalement mon pull avec le visuel Shares dessus. J'espère que vous les achetez chez Kimono d'ailleurs. Hein. Ouais, on a fait les casquettes et les t-shirts chez vous. Et donc du coup, t'as jamais assez d'occasion de mettre en avant ta marque. Donc ça, c'est un point important. Il faut la mettre partout, il faut avoir ton t-shirt partout, il ne faut pas avoir peur d'être un maximum visible avec ta marque. Et puis après, il y a aussi un peu de design, de stratégie. On a voulu très tôt mettre les Sœurs Williams en partenariat de Shares, donc c'est quand même un claim assez fort. Tout le monde ne fait pas ce genre de choses. Voilà, c'est... Faire juste un laïus là-dessus, c'est vrai que je t'ai pas relancé, mais comme si c'était normal, mais non, en fait, c'est pas normal. Comment vous avez fait pour avoir les Sœurs Williams là-dessus? C'est quoi le process? Ça doit être, ça doit coûter une tonne, et c'est surtout comment on rentre en contact avec ces gens-là, avec leur management. Écoute, moi, je suis rentré des États-Unis et ce que j'ai gardé, c'est que tout est possible. Ouais. Tu vois, ce que j'ai gardé des États-Unis, c'est que tout est possible. Là-bas, j'avais rencontré des gens de WeWork, de Uber. J'avais été même à l'anniversaire de Puff Daddy avec un copain qui nous avait présenté ses 50 ans. Tu vois, tout est possible aux US. En fait, si t'es un peu dégourdi, que tu pitches assez de façon sharp, tu vois, tes idées, et puis que tu renvoies l'ascenseur, que tu rends des services. Et donc, je suis rentré vraiment avec cette idée qu'il faudrait qu'autour de Shares, on crée un peu cet univers de l'entertainment, qu'on le mélange à l'univers de Shares.
parce que c'est un truc qu'on voit pas assez en France, tu vois. Ça commence à arriver, j'ai un pote qui a monté un fonds avec Blaise Matuidi, mais c'est encore un peu rare, tu vois. Comment ça s'appelle déjà? C'est Origins. Origins, ouais. J'ai un bon pote. Ah oui, j'ai vu que tu avais investi dedans. Ouais. Bah écoute, Salomon qu'on embrasse, et c'est une thèse que je trouve géniale de mélanger tu vois, les athlètes, l'entertainment avec la tech, mais c'est encore, tu vois, c'est le début en France. Et donc au début de Shares, je me suis dit, tiens, ce serait génial de pouvoir avoir Venus et Serena Williams. Je les adore, j'adore ce qu'elles représentent, j'adore leur parcours, et elles représentent vraiment plein de choses intéressantes. Tu vois, elles viennent d'en bas, elles viennent d'un quartier difficile dans la banlieue de Los Angeles. Elles se sont construites, mais vraiment en travaillant dur, mais surtout en se soutenant, tu vois. Et l'idée de Shares de départ, c'est quand même, on investit ensemble, il y a un réseau social, on se soutient, etc. Donc je voulais vraiment les avoir, et voilà, donc je me suis donné les moyens. J'avais un pote à Paris à qui j'ai proposé de rentrer dans l'aventure en tant que business advisor ou partenaire, qui m'a fait une intro, j'ai dîné avec Vénus, et puis ensuite il a fallu être captivant. T'as pu dîner avec elle? Ouais, j'ai pitché. C'est la plus grande joueuse de tous les temps, ouais. C'est beau. J'ai dîné avec elle et je l'ai pitché pendant un dîner, et ça s'est bien passé. Et puis ensuite ça a été des discussions prolongées avec d'une part elle et d'autre part Serena pour avoir les deux, et on leur a proposé de rentrer au capital en échange justement de leur image, et c'est une chance qu'elles aient accepté. On est hyper heureux. Ce qu'on a vécu à Vivatech l'année dernière, c'était extraordinaire. Est-ce qu'elles y étaient? Je les ai fait devenir les deux à Vivatech, devant 4000 personnes au Dôme de Paris. Il y avait Vénus, Serena et moi, et on a lancé notre campagne en direct de Vivatech avec le grand écran derrière, introduit par Maurice Lévy. C'était n'importe quoi. Live, incroyable. Broadcasté sur BFM Business. Enfin, c'était mes parents au premier rang, c'était un rêve de gosse. C'était extraordinaire. Et attends, et ça, est-ce qu'on arrive à calculer le ROI de ça, ou c'est palpable, enfin, on peut pas le faire à court terme, quoi. C'est difficile. Compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, je pense que t'as un impact immédiat. Au lancement de la campagne, on était aussi sur Quotidien, l'émission de Yann Barthès. Donc en fait, tu as effectivement un boom de ta visibilité, de tes téléchargements et de tes sollicitations. Et puis après, en fait, si tu es habile et que tu rebondis dans le temps sur cette campagne, les gens se souviennent de toi comme « Ah oui, c'est la marque associée avec les sœurs Williams ». Et du coup, tu as un moyen quand même de marquer les gens. Avec l'effet de halo. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, en plus, tout à l'heure, du coup, à une autre échelle, tu me demandais à quoi ça te sert le podcast, c'est quoi les bons trucs que t'en recoupes. C'est ça aussi, c'est ce biais cognitif qui a l'effet de halo, qui en fait, si tu invites que des gens qui sont stylés, experts dans leur domaine avec toi, les gens, en te voyant discuter avec la personne, forcément, ils vont faire ce biais d'association qui s'appelle l'effet de halo, et qui du coup vont te donner la crédibilité. Tu vois, moi, ma crédibilité financière, là, elle a fait un bond grâce à toi, alors que j'y connais R, quoi, tu vois. C'est vrai qu'on a envie de te faire confiance. Ouais, on a vraiment envie de me faire confiance. On te voit dans ta Benz, on a envie de te confier. Surtout avec la casquette et tout, là, franchement, donnez-moi votre pognon, je vais investir. Milliardaire. Pour avoir une casquette comme ça, faut être milliardaire. Ah, c'est ça. Bon, écoute, j'ai la casquette, j'ai pas encore le milliard, mais écoute, on va y travailler. Moi, j'avais une dernière question, parce que je pense qu'on arrive vers la fin, et on arrive bientôt rue de la Boétie, dans 5 minutes. Pierre m'indique, on te remercie. Moi, je suis passionné par la culture d'entreprise. Tu le vois, et ça, c'est mon associé Olivier de Kimono qui m'a vraiment inculqué ça. Parce que moi, au début, je pensais qu'on allait faire kimono, qu'on allait vendre des fringues pour les boîtes. Et non, tu vois, tout de suite, il m'a dit non, on va pas vendre des fringues, on va designer la culture des entreprises. Tu vois, tu parlais de branding tout à l'heure. C'est quand même très différent. Chez Shares, c'est quoi la culture? Et comment tu l'as designé justement? Et je sais pas, est-ce que vous l'avez marqué noir sur blanc? Est-ce que vous avez fait un travail? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Ou est-ce que vous l'avez fait en interne? C'était quoi un peu le processus là? Ouais, c'était pas évident. Surtout quand on monte de 0 à 100 ou 150 aussi vite, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'était pas évident. En fait, t'as eu, on va dire, ça n'a pas été fait de façon très classique. On a commencé avec une culture un peu commando. Tu vois, on avait une équipe assez resserrée. Sur la première séquence, on était moins de 30 et tout le monde était extrêmement carré. C'était un peu limite militaire, mais avec le volet positif de la chose, c'est-à-dire le côté entraide, le côté squad, le côté ça va vite, les sujets sont traités très vite. Phase 2, c'est un peu grossi vite, et donc on a fait un peu un rétro-pédalage où on a essayé d'interroger en fait le groupe de gens qu'on avait créé pour essayer de caler la bonne culture. Et donc phase 3, on est arrivé à une culture qui est je pense vraiment une culture de l'entrepreneuriat, de l'agilité, de l'indépendance, beaucoup d'indépendance, pas du tout de micromanagement, et vraiment une espèce de... Tu vois, moi j'arrive avec une vision, une trajectoire, les gens me font vraiment confiance, et puis ensuite tout le monde se colle sur ce projet-là et va proposer quelque chose d'intéressant. Donc c'est vraiment l'indépendance, l'entrepreneuriat, l'international et l'agilité, quoi. Parce que justement on a lancé plein de trucs différents, donc...
Et vous êtes tous au bureau ou il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail? Non, comme on est sur 3 bureaux, on a 3 jours par semaine au bureau obligatoire. Ouais. Les gens le répartissent un petit peu comme ils veulent, sur 3 bureaux différents. Et puis moi, j'essaie d'organiser que soit moi, soit les employés aillent d'un bureau à l'autre pour qu'il y ait quand même une cohésion. Et vous êtes 3 bureaux quoi, dans Paris ou, Non, à Paris, Cracovie et Londres. Ok. Ouais. Et donc du coup, toi, tu essaies de partager ton temps entre ces... Ouais. Pourquoi Cracovie? Écoute, c'est une bonne question. Cracovie, quand j'ai lancé Shares, je me suis aperçu que c'était un hub de FinTech. Il y a tous les supports des FinTech européennes sont là-bas, Monzo, TransferWise, Revolut. Donc tu as vraiment un hub avec des talents, des gens qui sont formés aux réglementations que tu as dans les supports financiers. Donc, Mais attends, est-ce qu'on serait pas arrivé là? on a fait un beau raccourci. Et bah, du coup, franchement, on aura mis du temps à arriver à bon port grâce à Pierre et du coup et Comine. Merci Pierre. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment avec toi. Merci pour ta transparence, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Écoute, merci beaucoup à toi. À bientôt dans la Chapelle Radio. Je vais faire peut-être juste les petites mentions légales de fin. Bien sûr, si vous êtes sur YouTube, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonnez, ça fait plaisir. Et si vous êtes pareil sur Apple Podcast, Spotify ou autre, et bah pareil, vous vous abonnez et surtout vous mettez 5 étoiles, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit et une bonne semaine ou autre, ou un bon week-end. Salut à tous. Bisous à tous, ciao ciao.